Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au wagon à distance. Merci de nous suivre derrière votre écran. J'espère que ce petit entracte vous a fait du bien et que vous êtes désormais prêts et prêtes à assister au démodé de notre formation en Data Science. Ils vont vous présenter ce soir les 7 super projets qu'ils ont développés en équipe ces 10 derniers jours. Un petit mot sur le wagon, pour celles et ceux qui ne nous suivaient pas tout à l'heure, je vous redis qu'est-ce que c'est le wagon. Le wagon, c'est une école de développement web à l'origine qui s'est lancée il y a 7 ans à Paris. On a mis au point 2 formations, une en développement web et une autre en data science, pour comprendre le code, mieux coder, collaborer avec des développeurs, mais aussi réinventer sa carrière dans la tech, pour devenir data analyst, data scientist, développeur, développeuse. Et maintenant, on est présent dans 43 villes dans le monde, et le wagon, c'est pas qu'une simple expérience pédagogique, c'est aussi une très très grande communauté, une communauté qui rassemble plus de 10 900 alumni aujourd'hui, que vous rejoignez aujourd'hui même, vu que c'est votre dernier jour au wagon. Je pense que vous pouvez vous applaudir d'ailleurs. La data met toujours une ambiance de folie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous dévoiler leur projet, on va faire un petit feedback, on remonte en arrière, le 5 avril dernier. Ils ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure au wagon. Pendant un peu plus de 2 mois, ils ont été dans une bulle wagon, ils ont mangé, dormi, sont réveillés wagon. Je pense que Random Forest, si je ne dis pas de bêtises, tournait dans votre tête pendant 9 semaines. Et nous, on a été ravis de vous avoir avec nous, de vous former et de partager de très très chouettes moments tous ensemble. Des empanadas de Bruno, par exemple, des cours de yoga pour quelques-unes. Mais surtout, on est super fiers de vous voir relever le défi ce soir après 9 semaines à travailler et 9 semaines très très intenses. Pour conclure ce petit flashback, vous pouvez leur faire une ovation sur Facebook chez vous. Et ici aussi, vous pouvez vous réapplaudir, je pense. Vous encourager. Après 9 semaines intenses de formation, il est temps de briller pour eux et de vous en mettre plein la vue. Je vous propose de démarrer ce démodé parce qu'on a un très beau programme. Et c'est Bruno, teacher en chef de la formation Data, qui va vous présenter les 7 groupes qu'il a suivis ces 9 dernières semaines. Bonsoir le batch, vous allez bien? Salut à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne, aux futurs étudiants qui vont nous rejoindre. Comme d'hab, ça me fait super plaisir de présenter les projets que vous avez menés à bien en 2 semaines. Je ne pensais pas dire ça à chaque fois, mais vous avez toujours monté le niveau entre chaque batch. Donc désolé pour ceux d'avant, mais ça va être encore plus fou et on va vous le prouver. Donc du coup, notre premier groupe ce soir nous a vraiment tous bluffés en allant bien plus loin que ce qu'on avait imaginé au début. Je crois qu'ils ont vraiment transpiré pour en arriver là en 2 semaines. C'est juste hallucinant, je ne vendrai pas la mèche, mais il va y avoir du sport. On appelle Yanis, Capucine et Gwenaël avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Yacine, pardon, pas Yanis, Yacine. Hey everyone, Ashton here with Yogi Approved. Hey everyone, it's Ali Maz. Hi, my name is Zacharias. Hi everyone, my name is Sanchia. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Bienvenidos a un video más. Hello Godley! Bon, vous l'aurez remarqué, on va parler sport. Et en fait, le monde du sport a complètement changé depuis 1 an. Énormément de profs se sont mis à donner des cours à distance, des coachs et surtout des lives suivis par des milliers de personnes. Le problème avec ça, c'est qu'on perd l'interaction avec le sportif. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on perd cette notion de professeur qui est là pour nous aider, pour nous corriger, pour nous aider à progresser et surtout, éviter qu'on se blesse si on fait mal les choses. D'où l'idée, du coup, d'arriver avec ce projet et justement d'essayer de pallier à ça. Et justement, on va vous montrer comment ça se passe. Alors, comment on fait ça? Notre idée, elle est innovante dans le sens où il y a des solutions qui existent déjà, qui sont basées sur des flows, qui sont déjà contrôlés, que l'on suit, ou d'autres qui ne font que, on va dire, établir une posture. Notre solution à nous, elle consiste en 2 flux.
Un premier flux qui consiste, alors il y a un point d'entrée qui est une entrée qui est l'image d'un étudiant, d'un yogini, on appelle ça en yoga. Notre moteur, notre premier modèle va identifier la pose en cours, calculer les points de référence qui s'appliquent à cette pose, et d'un autre côté, en même temps, il y a un autre flux qui va calculer le même squelette, celui de l'élève en cours, pour les comparer et établir ainsi des points de comparaison et suggérer des ajustements de posture, puisque l'alignement du corps en yoga, c'est extrêmement important, l'ajustement des hanches, l'ajustement des épaules, etc., des jambes, et j'en passe. Donc ça, c'est la big image, vous la voyez ici. Et comment on fait ça? Eh bien, sans plus attendre, on va vous montrer l'application. Donc, vous voici sur le portail de l'application en question. Je suis un étudiant lambda, j'ai pris une photo de ma pose, des poses que j'ai faites. Par exemple, là, quand même, c'est une étudiante quand même très avancée, très charmante, au demeurant. Quelle pose fait-elle? Notre algorithme a réussi à identifier la pose en cours. Prenons notre égérie, notre yogini capucine, dans une posture de haha, mystère. Vous la voyez, elle a fait une posture de guerrier, une des premières du flow du guerrier en yoga. Mais ça, c'est un premier point. Vous voyez le squelette apparaître. Quelle va être sa performance, ou en tout cas, quelles vont être les recommandations qu'il faudrait appliquer à cette posture qu'elle a exprès mal faite, puisqu'elle est très très bonne en yoga, il faut le dire quand même. Voici déjà un squelette qui dit, OK, il y a des choses qui ne vont pas. En rouge, il faut corriger. Vous voyez déjà l'angle de la jambe et de la jambe qui n'est pas bon. L'alignement des hanches, c'est pas ça. Voilà, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé toute la boîte à outils du data scientist, celle qu'on a apprise pendant les 9 dernières semaines de façon extrêmement intensive. Donc ça consiste, pour établir une classification, en tout cas une identification, à collecter beaucoup d'images. Le tout venant, clairement, ici vous voyez, on a réussi à réunir 25 000 pages, 25 000 images à partir d'un browsing de pages internet conséquent pour identifier 82 poses qui étaient notre target, les 82 poses. Donc ça, c'est le premier point, il faut nettoyer tout ça, exploiter tout ça, et la donnée, c'est un premier point. Ensuite, il faut passer au modèle. Du coup, vous vous souvenez, on a parlé le premier point, c'était de classifier la pose, donc de donner le nom de la pose, savoir la reconnaître. Et donc ça, comment on va le faire? Dans un premier temps, on aimerait lui donner la photo. On a un algorithme de réseau de neurones qui va nous sortir tout de suite le nom. Bien, en fait, on va considérer que c'est un bébé, au départ, qui ne connaît rien, qui a une bonne architecture de son cerveau, qui est capable de, si on lui dit telle chose correspond à telle pose, ou telle chose correspond à une autre, au début, il va se tromper, mais petit à petit, il va savoir le faire. Et c'est exactement ce qu'on fait, du coup, avec notre... c'est exactement ce qu'on fait avec notre architecture. Donc, on va lui donner une architecture adéquate, car un réseau de neurones, qu'est-ce que ça correspond? C'est exactement comme notre cerveau. Il va d'abord processer l'image. Donc, l'image qu'on a ici, il va vouloir la processer. Donc, il part d'un point de départ. Il va essayer de descendre en résolution pour, en fait, rassembler toutes les informations possibles et l'envoyer par la suite à un deuxième réseau de neurones qui, lui, est chargé de faire des comparaisons, savoir classifier. Il est capable de faire des associations exactement comme notre cerveau. Et le problème à ça, c'est que si on pense juste à processer la donnée et la donnée dans une forme où on associe toutes les informations, parce qu'on va partir de l'image, on va partitionner l'image en petits bouts, on va lui donner les patterns qui se répètent dans les petits bouts d'image, on va se retrouver à la fin avec énormément d'informations, mais on n'a pas la big picture. Et justement, cette architecture, c'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle va descendre en information, elle va essayer de faire des petits bouts, trouver des patterns dans les petits bouts d'image et descendre encore. Mais à un moment, elle va remonter l'information à la big picture et on va se retrouver à la fin, du coup, avec énormément d'informations ici, dans la vision globale des choses et pouvoir reprendre le process classique pour redescendre. Donc ça, c'est un type d'architecture assez nouveau qui est sorti il y a 2 ans. C'est assez novateur et ça a permis du coup de pouvoir achever assez de belles performances parce que là, comme on le voit, le haut du corps est exactement pareil. Mais toute l'information se trouve ici dans le bas du corps et lui, il va savoir reconnaître dans l'image, dans sa globalité, que c'est 2 poses de yoga différentes.
Donc avec ce modèle, on l'a entraîné pendant 9 heures, on lui a donné énormément de photos, il s'est trompé au début, ce n'est pas grave, il réitère jusqu'à ce qu'il y arrive, et du coup, on arrive à faire une accuracy de 85%. Il ne faut pas oublier qu'on a classifié 18 poses, donc si on prend un modèle aléatoire, eh ben, il va juste faire 5%. Donc la deuxième partie, si vous vous en souvenez, c'était extraire les key points pour pouvoir faire du scoring. Donc, vous avez vu tout à l'heure le squelette qu'on a établi. Donc, on s'est fié à un modèle existant. On a été pas fainéant, mais en tout cas, on a utilisé quelque chose qui était à notre disposition. Ce petit modèle s'appelle PoseNet. Vous voyez ici les différents points qui ont été mis en évidence. On parle d'articulation, donc les différentes épaules, les hanches, etc. Le squelette qui est établi. Et suite à ça, donc, on a calculé un certain nombre d'angles par rapport à une posture de référence, ici celle du guerrier. Et le but est d'établir les indications, enfin les corrections de posture qu'il faut appliquer. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les parties rouges à améliorer. Du coup, tout ce qu'on a vu jusqu'à là maintenant, c'est que sur des images. Lorsqu'on va faire notre session de yoga, on ne va pas s'amuser à aller sur l'application, uploader à chaque fois une photo. Nous, ce qu'on aimerait, eh ben, du coup, c'est passer en vidéo live. Eh ben, on va passer en vidéo live et on va faire une démo live. Alors, vous vous souvenez, on a parlé des key points. On peut les activer. Et bien maintenant, on peut commencer notre session de yoga. Petit souci technique. Voilà, il reconnaît. On peut enchaîner sur une reverse de l'autre côté. Voilà, et là du coup, on peut passer genou qui était la pose. Et voilà, on reconnaît. Bon, il y avait une dernière petite feature, c'est qu'on peut corriger la pose. Là, c'est pas top. tu peux mieux faire, Capucine. Ouais. Eh bien, tout ça, c'est grâce au wagon. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe pédagogique. Merci à Damien, merci à Gaëtan, merci à Corsien. Et j'en passe. Merci Mathieu qui nous a sauvé la mise plus d'une fois. Merci à Kevin, à Bruno. Et franchement, si on nous avait dit qu'un jour on serait capable de faire ça avec nos connaissances acquises au wagon, on ne l'aurait pas cru. Merci encore. Big up à vous. Namasté. Namasté, yogassiste. Merci et bravo encore. Alors, le prochain projet va vraiment vous en mettre plein les yeux. Ils vont vous montrer notamment comment on utilise Google Earth Engine pour entraîner des énormes modèles qui sont entraînés sur des centaines de gigaoctets de données. Le tout sans jamais faire chauffer leur ordinateur, leur processeur ou leur disque dur. Ils ont tout fait en ligne. On applaudit Laurent, Arthur, Jean-Philippe pour le projet Forest Guard. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on est les gardiens de la forêt. On va essayer de traiter ça de façon légère, mais c'est un sujet un peu sérieux. Donc, on va vous présenter notre projet. On est tous sur le même constat. Je veux dire, je vous apprends rien. La tendance est à la déforestation. En Amazonie, moins 4% sur les 5 dernières années. En Ouganda, moins 5%. En Australie, moins 11% avec les incendies de 2019. Et donc, ça nous a inspiré pour créer une application qui va aller monitorer l'évolution de surface de forêt. Voilà. Donc, la première étape, c'était de trouver une cible en fait, pour notre modèle d'intelligence artificielle, pour lui expliquer comment reconnaître en fait, de la forêt et de la non-forêt.
Donc on a trouvé un satellite, enfin des images retraitées par l'équipe du JAXA. En fait, c'est la NASA japonaise qui, de 2015 à 2017, ont fait de la discrimination forêt, non forêt, eau sur des images satellites et qui nous les ont mis à disposition. Donc ça, c'était le premier gros challenge. Et donc on a pu donner ça à notre modèle d'intelligence artificielle pour apprendre. Et ensuite, il a fallu lui donner donc, une input. Et en input, on a choisi les images du satellite Landsat, dont Jean-Philippe va vous parler plus en détail. Tout à fait. Donc nous avons choisi ce satellite pour une bonne raison, c'est que les datas sont available jusqu'à aujourd'hui et en temps réel dans le futur. On s'attend à avoir ces datas. Et donc d'être capable, à partir de cet input, de recréer cette image de forêt non forêt après la disparition de ce satellite JAXA qui s'est arrêté en 2017, comme l'a dit Laurent. Donc l'idée, c'est clairement d'entraîner notre modèle sur ces données Landsat en 2017 face au target, si on voit ici, de 2017, de reconnaître les patterns et d'être capable ensuite de reproduire cette donnée de forêt non forêt aujourd'hui, donc depuis 2017 et dans le futur évidemment. Alors technologiquement, ce que nous avons utilisé, c'est uniquement des choses, des outils dans le cloud, donc en ligne. La première étape était d'utiliser donc Google Earth Engine, si ça veut bien marcher, non. Donc la partie en haut à gauche, qui est en fait un outil qui nous permet de manipuler les pétabytes de données de satellites disponibles sur les serveurs, sans vraiment les charger, sans jamais les charger sur notre PC. Et au moment où on en est satisfait, où on a ce qu'on voulait, on va les charger dans le Google Cloud Storage. Une fois que nous avons ces données dans le cloud, c'est ici qu'intervient notre modèle, on va pouvoir l'entraîner. Et ici, nous avons transféré pas moins de 800 gigas de données pour les processer, pour entraîner notre modèle, qui finalement s'est bien entraîné. Et nous l'avons ensuite poussé sur une plateforme de prédiction que nous verrons tout à l'heure. Mais pas tout de suite, un petit tour par le modèle avant. Alors quel modèle il faut utiliser pour ce genre de problématique? La grosse problématique ici, c'est de classifier la totalité des pixels d'une image, et non pas une image. On ne va pas essayer de savoir si une image est un chien ou un chat, on veut savoir si chaque pixel est une forêt ou non. On démarre donc avec, on va utiliser ce modèle UNet, par cette belle forme en U. C'est ce de là dont vient son nom. Donc la première partie à gauche, c'est l'encoding, qui correspond à une utilisation standard de classification. Donc on va filtrer la donnée d'input et la transformer en un vecteur de données. Et à partir de ce vecteur de données, en fait, au lieu de classifier, on va reconstruire une image. Et on va un petit peu l'aider avec les flèches vertes que vous voyez là. Donc on va lui passer les images intermédiaires. Et on va reconstruire notre image target. Donc la prédiction qu'on saura faire pixel par pixel. Bon, voilà, on a un beau modèle, on a une belle idée, mais il faut l'entraîner. Et sur quelle base on va monitorer le fait que ce modèle performe bien? Donc la métrique que nous avons utilisée, ça s'appelle Intersect over Union. Donc graphiquement, vous voyez, en fait, c'est l'overlap. Est-ce qu'on matche bien la surface de forêt par rapport à la target? Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'un indicateur à 71% est déjà de très grande qualité. Donc c'est un peu notre target. Nous avons choisi un certain nombre de zones qui nous intéressaient pour le modèle, en Europe et en Australie. Nous avons ensuite entraîné notre modèle from scratch, 31 millions de paramètres à entraîner, beaucoup de sueur pour les machines. Et nous avons obtenu ce chiffre magique de 71%, qui est quand même une belle réussite. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir passer à la démo, puisque nous avons une petite application à vous montrer. Merci Jean-Philippe. Venons-en donc au moment tant attendu de la démo. Bienvenue sur l'application des gardiens de la forêt. Alors la première étape, elle consiste à sélectionner une zone. Donc ça, c'est des zones en fait qu'on a présélectionnées qui vont nous permettre d'atterrir sur des points précis de la carte. En fait, ça correspond à des forêts qui sont intéressantes
et qui sont concernés par le phénomène de la déforestation. Mais on va se rendre compte qu'en fait, après, on peut se balader sur la carte et c'est juste des points de départ, en fait. Donc Laurent, je te suggère d'aller, pourquoi pas en Amazonie. Voilà, donc là, on se trouve au nord du Brésil, vers Boa Vista. Et donc la carte apparaît avec les images donc, de Landsat, notre input. La deuxième étape, comme vous pouvez le voir, ça consiste à sélectionner une année. Donc il y a le choix entre 3 années, de 2017 à 2020. 4 années, pardon. Pourquoi ces 4 années-là? Comme on vous l'a dit, ce sont les 4 années pendant lesquelles le satellite n'était plus en circulation. Donc c'est là où est notre valeur ajoutée. Et c'est sur ces années-là qu'on vient faire notre prédiction. Donc regardons par exemple la prédiction de la forêt en 2017 sur cette zone. Donc là, ça charge et vous allez voir apparaître au fur et à mesure. Allez. Ça apparaît, non? On voit pas très bien avec la lumière, mais ça apparaît, hein? Ça marche sur l'écran, on ne voit pas très bien, c'est une zone qui est un peu foncée. Mais il y a une couche peut-être que vous voyez mieux depuis le public, il y a une couche de surimpression en vert qui correspond en fait à la zone où se trouve la forêt, et ce qui reste transparent, c'est les zones de non-forêt. On retrouve bien notre classification binaire. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième, il est possible en fait de regarder l'évolution de la forêt sur cette même zone. Donc là va apparaître une deuxième année qui peut être sélectionnée. Donc là, prenons par exemple 2020, ou 2019, peu importe, 2020. Donc là, il est également possible de faire la prédiction sur cette année-là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence de prédiction entre les 2 années sélectionnées. Donc là, entre 2020 et 2017. Qu'est-ce que c'est la différence? En fait, c'est la soustraction des valeurs de prédiction entre 2020 et 2017 pour chaque pixel, la soustraction des valeurs de prédiction, et donc qui nous indique sur ce pixel donné comment a évolué la forêt. Ce qui est en rouge, c'est les pertes de forêt, et ce qui est en bleu, c'est les gains de forêt. Donc vous voyez là, sur cette zone-là, on est plus sur une perte de forêt. Et ce qui est génial, c'est que si on se balade sur la map, la prédiction s'adapte à la zone en temps réel. Voilà. Laurent, éventuellement, tu peux faire la démo sur une autre zone, pourquoi pas l'Australie par exemple, pour qu'on puisse malheureusement constater les feux de forêt de 2019. Donc pendant que la prédiction charge, moi je voudrais conclure sur un petit message. Donc voilà, c'est très cool, le modèle il marche, mais c'est quand même des images assez tristes qui font froid dans le dos. Mais en fait, nous, ce projet nous a donné beaucoup d'espoir parce qu'on s'est rendu compte qu'en 10 jours, on était capable de développer une technologie finalement qui met en évidence ce phénomène, qui permet d'éveiller les consciences. Donc voilà, nous, ça nous a donné beaucoup d'espoir et j'espère que vous aussi. Et donc, merci pour votre attention. Ouais, bravo les gars, franchement, chapeau. Alors, bon, restez avec moi là, ça va être intéressant, ça va être même assez dingue. Le prochain projet a pris des risques, c'est une énorme première au wagon. Personne ne savait faire ça avant d'avoir essayé, même pas l'équipe encadrante de profs. Ils ont appris un algorithme à jouer tout seul à un jeu, sans supervision humaine. Ça s'appelle le Reinforcement Learning, et ils l'ont appliqué avec brio au jeu 2048. Encore un tonnerre d'applaudissements pour Valentin, Florian et Jean-Brice. Bonsoir à tous. Alors pour ce projet qu'on a mené à bien avec JV et Flo, on est parti pas d'un problème mais d'une solution qui est assez fascinante qui s'appelle le Reinforcement Learning. En fait, c'est une branche du machine learning qui a permis à Google, il y a quelques années, de battre le meilleur joueur de Go au monde. Cette branche du machine learning, elle a aussi des applications très concrètes
en robotique, par exemple, et en optimisation. Et c'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas appris, vraiment, qu'on n'a pas étudié pendant le batch. Donc en fait, on a dû se confronter à des nouveaux concepts, des maths un peu touffus, et ça a été une partie intégrante du projet de se plonger là-dedans, finalement, en tout cas au début. Bon, il nous fallait bien un problème. Nous, on a choisi le jeu 2048. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce jeu. Pour ceux dont ce n'est pas le cas, je vais expliquer rapidement. En fait, on a une grille avec des cases qui ont... Alors, la zapette ne marche pas. C'est bon. On a une grille avec des cases qui ont où il y a des chiffres à l'intérieur des cases. Et en fait, en jouant vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas, on va pouvoir fusionner les cases qui ont le même chiffre et petit à petit faire des tuiles de plus en plus hautes, le but étant d'atteindre 2048. Finalement, nous, l'objectif de notre projet, c'était est-ce qu'on peut réussir à créer un algorithme qui apprend à jouer à ce jeu sans heuristique, c'est-à-dire sans lui donner des stratégies au préalable, et est-ce qu'on peut réussir à atteindre la tuile 2048 ? Alors, les grands principes du reinforcement learning, en fait, on va avoir un agent qui va évoluer dans un environnement. Pour nous, l'environnement, c'est le jeu 2048. Et en fait, l'agent, il va effectuer des actions sur cet environnement. Donc, pour nous, jouer vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Et en faisant ça, en fait, il va changer d'état. L'état, dans notre cas, c'est une grille de 2048. Et quand je vais effectuer une action sur cet état, je vais avoir une nouvelle grille. Et ce qui est important, c'est que je vais aussi avoir une récompense. La récompense, c'est quoi ? Ça va être ici l'augmentation du score. Donc en fait, petit à petit, je vais jouer suivant ce schéma. En fait, c'est très inspiré de la biologie, le reinforcement learning, et ça imite un peu un bébé qui va, en faisant des mouvements un peu au hasard, apprendre à parler, à marcher, à attraper des objets. En fait, il va essayer des choses un peu au hasard, il va voir ce qui marche pas. Et petit à petit, il va apprendre. Donc là, je vous ai posé les bases, le cadre général du reinforcement learning. Maintenant, comment notre agent il va réussir à vraiment apprendre ? Nous, on a utilisé un algorithme qui s'appelle le Deep Q-Learning, qu'on a implémenté grâce à une librairie Python qui s'appelle TensorForce. Là, je vais vous détailler un algo un petit peu plus simplifié. Alors, je ne sais pas où il faut viser pour que... OK. Alors, premièrement, notre agent, il va jouer une partie de 2048. Donc, il va suivre le schéma que je vous ai expliqué juste au-dessus. Il va faire des actions sur son environnement. Il va recevoir des récompenses à chaque action. Et qu'est-ce qu'il va faire de cette partie ? Il va la sauvegarder en mémoire. Et en fait, il ne va pas vraiment sauvegarder... comment il va sauvegarder la partie ? Il va sauvegarder un peu la liste de coups qu'il a fait. Donc finalement, si on regarde un petit peu en détail la mémoire... Je suis désolé, je galère un peu avec la zapette. Ok. Bon, je vous ai spoilé un petit peu. Faites semblant que vous n'avez pas vu la suite. Dans la mémoire, il va y avoir finalement un peu un dataset avec des features et des targets. Qu'est-ce que ça va être une feature dans notre cas ? Ça va être en fait une grille de 2048. Et en target, on va avoir pour chaque coup la valeur de ce coup. En fait, qu'est-ce que ça va être la valeur de ce coup ? C'est une formule qui nous permet de calculer une estimation du score qu'on pourrait avoir si sur telle grille on jouait tel coup. Ça va être l'estimation du score final qu'on pourrait avoir. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour apprendre de ce dataset ? D'où le spoil, on va entraîner un réseau de neurones. Notre réseau de neurones, ça va être un CNN assez classique, puisqu'en entrée, on va lui passer une image. En fait, une grille de 2048, c'est juste une image de 4 par 4 pixels. C'est assez basique. Et grâce à ce réseau, en fait, on va pouvoir prédire des choses dans des états qu'on n'a jamais vus auparavant, puisqu'on va lui passer une nouvelle grille de 2048 que notre réseau de neurones n'aura peut-être jamais vue, et il va pouvoir prédire la valeur de chaque coup dans cet état. Et donc grâce à ça, on va pouvoir jouer de nouvelles parties, agrandir la mémoire qu'on a de coups, réentraîner notre réseau de neurones et jouer de mieux en mieux. D'où le nom reinforcement learning. En fait, on va se renforcer au fil des itérations. Je veux bien que tu passes les slides. Merci.
Ok, je vous ai fait le parallèle que des agents, c'est un peu comme des bébés qui apprennent. En fait, nous, le déroulé de notre projet, ça consistait beaucoup à entraîner beaucoup d'agents. Et c'était un peu comme éduquer des enfants, finalement. Et vous allez voir qu'on s'y attache, donc on leur a donné des petits noms. Et j'ai pas encore d'enfants, mais c'est pas facile. Les premiers agents qu'on a développés, en fait, c'est pas du reinforcement learning. On a voulu développer des baselines. Donc ça, c'est simplement de l'algorithmique toute simple, avec un agent random qui joue aléatoirement, qui fait un score en moyenne de 1000, et puis un agent un peu plus malin qu'on a appelé Marsupilami, qui va imiter un petit peu une stratégie humaine. Marsupilami, en moyenne sur plein de parties, il va faire 2500, et il va atteindre au maximum la tuile 256. Alors parfois, il a de la chance, il va faire plus, il va faire 512, mais ça, c'est des moyennes. Ensuite, on s'est attelé à vraiment implémenter des agents grâce à TensorForce et des agents qui font vraiment du reinforcement learning. Le premier, c'était Vanille, qui fait à peine mieux qu'un agent aléatoire. Et ensuite, on a eu Stevie et Wonder qui ont commencé à faire des scores un peu plus intéressants, avec Wonder qui fait 3100. Alors, qu'est-ce que Wonder fait de mieux que Stevie ? En fait, il y a un paramètre en reinforcement learning qui s'appelle le discount rate. C'est un paramètre qui va permettre d'ajuster à quel point l'agent va regarder dans le futur. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en regardant un petit peu moins dans le futur, Wonder, il arrivait à jouer très bien sur une suite de quelques coups. Et finalement, au final, il arrivait à atteindre des meilleurs scores. Ensuite, on a vraiment atteint un palier et enfin arrivé à scorer la tuile 512 de façon régulière avec André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac, on lui a dit qu'il n'avait pas le droit de jouer de coups invalides. En fait, dans le 2048, parfois, vous pouvez, quand par exemple vous avez toutes les tuiles à droite, vous ne pouvez pas faire droite, ça ne change rien. Ce qu'on ne faisait pas pour les agents précédents. Et ça permet qu'il ait une mémoire un petit peu plus qualitative. Donc il va s'entraîner plus vite et mieux. Et donc là, on a réussi à atteindre pour la première fois de façon régulière la tuile 512. Puis notre dernier argent, c'est Marco Polo. Marco Polo qui fait 1024 en moyenne, et peut-être plus, vous allez voir. Marco Polo, qu'est-ce qu'il fait de mieux que les autres ? En reinforcement learning, on a un paramètre qui s'appelle l'exploration. En fait, nos agents, ils ne vont pas tout le temps jouer le meilleur coup possible. De temps en temps, ils vont faire des coups au hasard, ce qui va leur permettre en fait, de vraiment explorer au maximum leur environnement et de ne pas se retrouver bloqué dans une stratégie qui peut être bonne, mais pas optimale. Et Marco Polo, ce qu'il fait, c'est qu'il explore beaucoup au début de son entraînement, et à la fin, il va explorer de moins en moins. Donc on a un paramètre qui décroît au fil de l'entraînement de notre agent, ce qui fait qu'à la fin, il se concentre vraiment à faire une fois qu'il est dans une partie où il est bien avancé, il n'y a pas quelqu'un derrière qui va lui faire un coup sur 20 au hasard. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des scores assez élevés. On va passer à la démo. Alors tout à gauche, on a un agent random, donc complètement aléatoire. Vous allez voir qu'en fait le 2048 c'est pas si simple. Si on joue au hasard, on n'atteint pas des scores très élevés. Ensuite, on a le fameux Marsupilami dont j'ai parlé tout à l'heure. Lui, on lui a dit mets ta tuile la plus haute en haut à droite. C'est souvent la stratégie adoptée par les humains qui jouent à 2048. Et donc ça, c'est toujours pas du reinforcement learning, c'est vraiment nos baselines. Et cet agent, il arrive en moyenne à faire 256. Et là, je vais vous montrer une partie de Marco Polo. Ça va très vite. Regardez simplement les tuiles les plus hautes, où il va les placer. C'est assez fascinant parce qu'en fait, on lui a rien dit à Marco Polo, on l'a simplement entraîné. Et tout seul, il a développé une stratégie de placer ses tuiles élevées sur le côté, et pas dans un coin d'ailleurs, pas comme un humain le ferait. Et là, on peut voir qu'il a atteint 2048. Si on regarde un petit peu, alors pour info, il fait 5% du temps 2048. Voilà. Si on regarde un petit peu en détail en fait sa stratégie et qu'on essaye de confirmer notre intuition, ça c'est l'endroit en moyenne dans toutes ces parties où il va mettre la plus haute tuile. Et donc on se rend compte qu'il y a vraiment un pattern où il va tout le temps la mettre sur le côté. Et si on regarde l'emplacement de la deuxième plus haute tuile, on va se rendre compte qu'il la met tout le temps juste en dessous ou juste au-dessus. Donc il a vraiment développé une stratégie de lui-même.
Pour conclure, Marco Polo, son entraînement, ça a pris 27 heures sur des grosses machines de Google dans le cloud, donc c'est quand même très long. Et en fait, si on ramène ça à un temps humain, s'il avait joué un coup par seconde sans s'arrêter, sans manger, sans dormir, son entraînement, il aurait pris 9 mois. Alors que si on prend un humain basique, au hasard, appelons-le Bruno, cet humain, probablement qu'en jouant quelques heures d'affilée ou en quelques jours en entraînement cumulé, il arriverait à faire 2048 rapidement. Donc rassurez-vous, l'honneur est sauf et l'humanité a encore de beaux jours devant elle. Merci. Merci beaucoup, mon honneur est sauf, effectivement. Mais je ne suis pas sûr d'arriver à faire 2048, personnellement. Alors, on continue dans le thème équipe de Warriors, là, sur ce badge, parce qu'il faut bien du courage pour s'attaquer à la prédiction du futur. On a beaucoup qui se cassent les dents, et encore plus quand il s'agit de l'actif financier le plus tradé et liquide du monde. Le projet qui suit va vous montrer comment utiliser des réseaux de neurones récurrents pour prédire le cours de l'euro-dollar. Donc bravo d'avance à Pierre, Lilian et François pour ce super projet. C'est bon là? Ouais. Merci Bruno, bonjour à tous. Donc on s'est intéressé à la situation suivante. Un voyageur part aux États-Unis et dans quelques semaines. Et il sait qu'il aura besoin de 1 000 € pour la semaine. Il doit décider, est-ce qu'il va convertir ces euros maintenant ou est-ce qu'il va attendre d'être sur place? Donc pour ça, pour prendre cette décision, il est obligé de faire une prédiction sur le taux futur. Donc voici ce qu'on essaie de prédire. On a à notre disposition l'historique récent de l'euro-dollar et on essaie de prédire cette valeur dans un avenir proche. Et on va en fait essayer de prédire si l'euro sera en hausse ou en baisse. Donc, pour nourrir cette prédiction, on a dû aller sur Internet et construire notre dataset, d'abord avec l'euro-dollar lui-même, ensuite avec des données macroéconomiques et de commerce international, comme les taux, l'inflation, et enfin des données de type financière, comme des indices actions, l'or, d'autres devises. Donc notre problème ressemble plutôt à ça. On a nos données d'entrée, qu'on va appeler X, et en sortie, on a notre Y, qui est simplement en hausse ou en baisse. Donc on s'est concentré sur un X de longueur 1 mois. Pourquoi 1 mois? Les données financières sont théoriquement, à tout moment, elles sont censées capturer toute l'information disponible dans le marché, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est intéressant de savoir s'il y a eu un crash il y a une semaine ou si les valeurs ont doublé récemment. Donc, il y a quand même de la valeur dans l'historique. On n'a pas non plus pris l'historique sur 2 ou 3 ans parce que ça aurait noyé le modèle, et puis c'est pas utile pour la prédiction. De la même façon, pour la prédiction, on a pris 1 semaine. Pourquoi 1 semaine? On aurait pu essayer de prédire la valeur dans 1 heure, mais ça aurait été juste du bruit, juste aléatoire. Et on aurait pu essayer de prédire à 6 mois, mais il y a tellement d'événements comme des réunions de banque centrale, par exemple, entre-temps, que c'est juste impossible. Merci. Donc, quel modèle on a utilisé? On a utilisé des réseaux de neurones récurrents, qui est une classe des réseaux de neurones, et leur particularité, c'est qu'elle peut gérer la temporalité des données d'entrée. Je veux bien que tu passes, merci. Donc, comment entraîner et tester le modèle? Donc, là, on a notre série temporelle qui dure plusieurs années. On a pris 8 ans de données. On la sépare en une grande partie pour entraîner et une petite partie pour tester. Pour la grande partie pour entraîner, on doit montrer au modèle comment déterminer un lien statistique entre notre donnée d'entrée X et notre prédiction Y. Donc on lui donne plein de petits bouts, on séquence notre série temporelle en plein de petits bouts, et il doit apprendre de lui-même, étant donné un X, quel est le Y. Et après, on teste sur la deuxième partie de la série temporelle.
Donc pour bien valider le résultat final, on ne veut surtout pas surentraîner le modèle dans une donnée particulière, dans un environnement particulier. Par exemple, le 18 derniers mois, il y a eu le Covid, c'était très particulier pour les marchés. On ne veut pas que le modèle performe uniquement bien dans ce type d'environnement. Par exemple, entre 2014 et 2015, c'était le début de l'assouplissement quantitatif de la BCE, où on a vu l'euro s'effondrer. Donc on veut aussi qu'il performe dans ce genre de période. Donc on a séparé notre historique de 8 ans en 4 périodes égales de 2 ans, et on a répété à chaque fois l'entraînement et le test pour être sûr que ce soit bien robuste. Donc, pour évaluer notre modèle, il faut d'abord définir une mesure. Donc la mesure, ça va être le taux de réussite de la prédiction. Et quel est l'étalon de cette valeur à battre? Alors, on a deux solutions. On peut faire un pile ou face. Dans ce cas-là, on aura raison une fois sur deux. La métrique sera 50%. Ou alors, on peut prendre la classe la plus fréquente. Combien de fois l'euro était en hausse ou en baisse pendant ces 8 dernières années? Et on devine ça systématiquement. Et dans ce cas-là, on aura la fréquence. Et il se trouve que c'est à peu près 50% aussi. Donc, on avait du mal au début. On avait du mal à battre le 50% au début parce qu'en fait, notre modèle était complètement noyé. On avait 101 données en entrée. Il y avait vachement de bruit. Le modèle se perdait complètement. Donc, on a fait un travail de nettoyage. On a enlevé 75% de ce qu'il y avait en entrée. On s'est concentré sur ce qui avait le plus de sens. Et on n'a gardé que 26 données en entrée. Et avec ça, on a réussi à avoir un taux de succès de 61%, donc au-dessus de 50%. Et c'est robuste. On l'a testé et on a pris la moyenne sur les 4 périodes qui étaient assez différentes dans l'histoire. Donc c'est un résultat plutôt sympa. Le voyageur, il a un outil qui est supérieur à juste faire pile ou face. Donc voilà, c'est un résultat plutôt cool. On pourrait améliorer ça. On pourrait rajouter des données. On avait des données qui étaient très centrées sur les US. On pourrait rajouter des données beaucoup plus centrées sur l'Europe. Et on pourrait faire du traitement automatique de langue pour analyser les nouvelles. Parce que souvent, une donnée financière, selon le contexte, peut avoir un effet et son contraire. Donc on a essayé d'aller plus loin. On a essayé d'implémenter une stratégie de trading. Donc la stratégie de trading, elle a besoin de connaître le niveau. Ce n'est pas juste est-ce que l'euro est en baisse ou en hausse, il faut avoir une idée de combien. Parce que si la prédiction c'est il va être en hausse d'un tout petit montant, ça ne sert à rien d'investir. Donc il faut changer de modèle et passer à une prédiction de la valeur effective. Une fois qu'on a ça, on a défini un seuil. Ce seuil, c'est si c'est en dessous. Donc déjà, si on est en euros et qu'on pense que l'euro va monter, on reste en euros. Si on pense que le dollar va monter, on a un seuil. Si notre prédiction est au-dessus de notre seuil, dans ce cas-là, ça vaut le coup, on passe en dollars. Si c'est en dessous, le mouvement prédit n'est pas assez grand, donc du coup, on ne fait rien. Et on fait ça tous les jours de la semaine. Donc on arrive lundi, on a 100 euros au total. On split nos 100 euros en 20 euros. Le lundi, on fait une stratégie du lundi, c'est-à-dire qu'on va investir 20 euros, soit on reste en euros, soit on investit en dollars, pour jusqu'au lundi d'après. Le lendemain, on a nos 20 euros. Et on fait pareil jusqu'au mardi d'après. Ainsi de suite, tous les jours de la semaine. Donc en rythme de croisière, on a toujours une décision à prendre sur à peu près 20 euros. Ça va fluctuer en fonction de nos succès ou de nos échecs. Mais en permanence, on aura une décision à prendre tous les jours pour la semaine d'après. Et tous les jours, ce qui est intéressant, on peut évaluer cette stratégie, puisqu'on peut l'évaluer, on peut calculer la valeur en euros au taux du jour. Donc c'est facile de visualiser le succès de cette stratégie et de la quantifier en permanence. Et donc ça ressemble à ça, le résultat final. Donc ça, c'est un exemple un chemin. Donc ça a plutôt pas mal marché. En moyenne, on a un retour de plus 2,9%. Pareil, ça a été évalué de façon robuste sur plusieurs périodes historiques. Et on a une volatilité, qui est la déviation standard des rendements, de 3,3%. Donc pour donner un peu de contexte, la volatilité est très faible. Les actions ont une volatilité de 15-20%, voire plus dans une année comme 2020. Et le rendement est pas mal. Il est bien supérieur à ce que les fonds en euros donnent en ce moment. Ils donnent en 2020, la moyenne c'était 1%. Donc en fait, c'est un produit qui serait intermédiaire entre les fonds en euros
et les unités de compte en fait. Bravo, bah où est-ce qu'on investit? Tu nous appelles quand tu mets à disposition cet outil. Donc, dans un tout autre registre, la data science n'est pas seulement utilisée pour prédire quelque chose, ça peut être aussi utilisé pour faire parler la donnée. Le prochain projet, justement, va faire parler la donnée en utilisant des techniques de Natural Language Processing et de Data Visualization pour essayer de résumer l'état des débats de société qui ont eu lieu ces derniers temps. J'appelle Nicolas, Sacha et Sébastien pour Public Opinion Analyzer. Tous, ici, dans cette salle, et même vous là-bas qui nous regardez, je suis sûr qu'il y a des sujets d'actualité qui vous tiennent particulièrement à cœur. Ça peut être l'environnement, le sport, la finance, la santé. Et est-ce que vous êtes déjà demandé qui était intéressé par ces sujets, où se trouvaient ces personnes et à quel moment est-ce que ces sujets leur tenaient à cœur? Eh bien, avec Nicolas et Sébastien, on a tenté de répondre à cette question en analysant les commentaires du New York Times en 2020. Et en particulier, on a voulu comprendre comment l'opinion publique américaine réagissait aux news de l'année 2020, une année qui a été en fait très riche en événements entre les élections américaines, la crise du Covid et aux États-Unis, les manifestations de Black Lives Matter. De notre analyse, on a sorti deux métriques principales. La première, c'est une métrique de polarité émotionnelle. Tout simplement, c'est de déterminer si un commentaire d'un article du New York Times est très négatif ou très positif. L'autre métrique, c'était une métrique d'intensité de débat, et ce pour n'importe quel sujet. Il faut bien comprendre que ces deux métriques, elles répondent à deux approches complètement différentes. La première métrique de polarité émotionnelle répond à une approche de machine learning, en particulier on a fait appel à des modèles de NLP que Nicolas vous présentera par la suite, tandis que la deuxième métrique d'intensité de débat est une métrique déterministe, et à partir de données qu'on avait déjà, on a pu prédire un score. Voilà. Ces deux métriques-là, on les a observées dans deux dimensions. Une dimension géographique, donc on a voulu comparer un peu l'évolution de ces deux métriques à travers les États américains, et une dimension temporelle, on a voulu voir comment elles évoluaient tout au long de cette fameuse année 2020. Alors notre donnée, quelle était-elle? Vous reconnaissez certainement ici le site du New York Times, et vous avez peut-être vous tous, à un moment ou à un autre, commenté un article en ligne. Ça peut être sur un site très sérieux comme le New York Times ou alors l'équipe.fr. Et en fait, ça, c'était notre base de données, qui se composait en particulier de deux datasets. On avait un dataset de 7000 articles, et pour chaque article, on avait du coup la section de cet article, le titre de cet article, le nombre de commentaires de cet article et un numéro d'identification qui permettait de faire la jointure avec notre autre base de données, celle-ci beaucoup plus volumineuse, de 5 millions de commentaires, tous les commentaires qui ont été postés sur tous les articles du New York Times. Et pour chaque commentaire, on avait du coup l'article auquel il se référait, la section, le contenu de ce commentaire, et aussi la localisation des utilisateurs qui avaient écrit ces commentaires. Et enfin, on pouvait aussi voir si ce commentaire-là était une réponse à l'article ou à un commentaire d'autres lecteurs. Et en fait, ça va servir à alimenter le score de débat, donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure et sur lequel je vais revenir un peu plus longuement maintenant. Ce score de débat, il est constitué de trois composantes principales. La première, c'est le nombre de commentaires qu'il y avait sur tous les articles qui avaient un lien avec ce sujet précis. La deuxième caractéristique, c'était la moyenne de la longueur de ces commentaires. Et enfin, le taux de réponse qu'on a observé sur tous les articles qui débattent de ce sujet. Et quand on regardait un peu les sections du New York Times, on a remarqué qu'une section qui suscitait beaucoup de débats entre les utilisateurs, c'était la section mots croisés et jeux, une section très connue, parce que les mots croisés du New York Times sont assez connus, et au contraire, une section qui ne portait pas trop à débat, c'était la section
sport. Maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous présenter notre score d'émotion. Merci Sacha. Alors, focus on emotional score. On va passer la slide. Yes, nickel. L'emotional score, qu'est-ce que c'est? On veut connaître pour chaque commentaire ce qu'on appelle la polarité émotionnelle. On veut spotter les commentaires qui témoignent d'une prise de position qui est forte, qu'elle soit positive, négative. On veut récupérer les commentaires là où il y a des réactions. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On a utilisé un modèle de Natural Language Processing qui s'appelle BERT. BERT, c'est super connu en NLP. C'est un modèle qui a été construit par Google en 2018, je crois. Et il existe une version de ce modèle-là qui a été entraînée sur 150 000 reviews en anglais. Et ce qui nous a permis de faire ce qu'on appelle du sentiment analysis. Donc ce modèle-là, on l'a trouvé sur Hugging Face. Et il marche de la manière suivante. On lui envoie un commentaire. Et lui va nous output une prédiction selon 5 classes. Donc, classe 1, très négative, le commentaire est très très négatif. Classe 5, le commentaire est très très positif. Et chaque prédiction vient avec un score de confiance, d'accord? Donc, nous, comme on veut vraiment récupérer les sujets qui font débattre, les sujets là où les lecteurs mettent leurs émotions, on va récupérer, on va taguer en fait chaque commentaire de la classe 1 et 5 faisant l'objet d'un score de confiance au-dessus de 50%, on va les taguer comme émotionnels. Okay? Donc une fois qu'on a pour tous les commentaires la polarité émotionnelle, c'est trop cool parce qu'en fait on peut faire plein d'analyses. Comme l'a dit Sacha, on a des infos sur la localisation, on a la date des articles, on a les topics, les keywords. Donc maintenant c'est le petit moment démo. On va passer à la slide suivante. on a construit une petite application NYT Project. Donc je vous invite vraiment à aller dessus, c'est super chouette, on apprend des trucs. Alors elle se présente de la manière suivante, on a une barre de recherche. Cette barre de recherche-là, on peut envoyer un mot-clé, donc il y a des milliers de mots-clés qu'on peut envoyer, des mots-clés ça va être des topics, donc là par exemple on va envoyer Covid, par exemple, et juste en dessous ce qu'on voit c'est une carte des États-Unis. Donc cette carte des États-Unis, elle va nous donner des indications sur le niveau de surréaction des États sur un sujet. Okay, donc on voit que au cœur des États-Unis, on a des États qui restent bleu foncé à 0. Donc, ce n'est pas des États qui surréagissent par rapport à la moyenne. Okay, donc, par contre, on voit que dans les régions côtières, donc les États démocrates à l'est et à l'ouest, on a une surréaction de 2, 3, 4%. Donc, je propose qu'on essaie un autre mot-clé, peut-être un sujet un peu plus fort. On a essayé homosexual. Ce sujet-là, on va voir que la carte est complètement différente. On a des réactions qui sont beaucoup plus vives à l'égard de ce sujet-là, notamment sur ce qui semble être des États plus républicains. On pourrait tester aussi, on pourrait tester plein de mots-clés en fait. Enfin, vraiment, il faut essayer. Je vous invite à essayer de sonder la base. Il y a des milliers de mots-clés à tester pour sonder l'opinion là-dessus. Il y a aussi une autre fonctionnalité derrière, donc on va essayer par exemple avec Biden, où on va essayer d'aller plus loin dans l'analyse, essayer d'aller chercher des éléments d'explicabilité. Donc sur chaque sujet, après la carte, on peut voir à quel moment on a de l'émotion dans les commentaires. Donc ensuite, donc là on voit par exemple pour Biden, c'est pas une grande surprise vu qu'il y avait les élections en novembre, donc on a un pic émotionnel en novembre. Et juste en dessous, on peut aller retirer du coup les articles qui ont généré en fait ces scores-là. C'est les articles en fait sur lesquels on a le plus débattu sur New York Times. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on tape Biden là, on voit que les 3 articles, en fait, ça parle du climat. Donc la thématique du climat est vraiment surreprésentée dans les débats en fait à propos des articles tagués Biden. Donc il y a une autre fonctionnalité sur la partie débat qui est super cool. Je laisse Sébastien la présenter. Vas-y, je t'en prie. Merci Nico. Du coup, sur la deuxième page de notre site, on peut venir taper 2 topics et en fait comparer leur score de débat. Donc voir sur l'année 2020 quel niveau de débat ces articles, ces topics ont suscité dans les commentaires. Donc par exemple, on peut taper Iran et Chine. Et en fait, on va se rendre compte que en février, par exemple, l'Iran en bleu a suscité beaucoup de débats, c'est-à-dire les gens se sont beaucoup répondus entre eux, comme disait Sacha tout à l'heure, où il y a eu tout simplement beaucoup de commentaires, où les commentaires étaient très longs.
Donc en février pour l'Iran, c'est tout simplement à cause de la crise américano-iranienne. Et par exemple, on voit que la Chine, assez flat sur l'année 2020, mais suscite plus de débats en moyenne, puisque l'année Covid, plus les guerres commerciales. Et comme sur la page d'avant, on peut approfondir notre analyse et découvrir les articles qui ont suscité le plus de débats pendant l'année. Maintenant, on pourrait explorer aussi d'autres journaux. On pourrait aussi explorer d'autres temporalités, puisqu'on pourrait matcher par exemple 2016 contre 2020, par exemple, pour comparer le sentiment d'analyse sur les élections, différentes élections. On pourrait aussi ajouter d'autres métriques comme quantifier la peur ou la joie des commentaires ou l'empathie. Et une idée d'application, ça pourrait être pour une association écologique, par exemple, qui voudrait faire campagne auprès des climato-sceptiques et pourrait découvrir où se concentrer pour leur campagne aux États-Unis et géographiquement, par exemple. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Et si vous êtes curieux, n'hésitez surtout pas à y aller. Donc c'est newyorktimeproject.xyz. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Bravo. Je me demande ce que ça ferait avec l'équipe.fr, ouais, effectivement. Alors, retour à la case nature. Nature. Savez-vous que le son peut parfaitement être représenté comme une image, au point que l'image peut être assez précise pour qu'à l'œil, on puisse y reconnaître, par exemple, le chant d'un oiseau. Avec un peu d'entraînement, un humain qui regarderait des images comme ça pendant des jours arriverait même à détecter quel oiseau a chanté dans cette image. Là, du coup, l'équipe de Birds l'a évidemment automatisé pour vous ce soir. On applaudit Charlotte, Benoît et Philippe. Merci Bruno, bonjour à tous. Donc comme Bruno l'a si bien dit, au retour à la case nature. Et comme je sais que vous adorez ça, on va commencer par un petit... Si tu peux revenir tout en haut, s'il te plaît. Super, merci. On va commencer par un petit quiz. Je vais vous demander de me dire l'espèce que vous entendez ici. A priori, c'est pas trop dur, vous pourriez y arriver. C'était bien un coucou, ouais, effectivement. On va essayer maintenant sur quelque chose d'un peu plus dur. On va voir si quelqu'un a réussi à la trouver. Je vous préviens, c'est pas facile. Moineau, mésange, pas tout à fait. Et non, c'était le pinson, et je vais être franc avec vous, je la connaissais pas non plus la réponse. C'est pour ça qu'on a développé une IA qui va, on l'espère, nous identifier pour un fichier audio qu'on va lui fournir, une espèce d'oiseau. Je vais laisser à Charlotte le soin de vous expliquer comment on a procédé. Alors, donc, pour ce projet, on est parti d'un dataset qui recense 2150 fichiers audio d'oiseaux à travers l'Europe, de 50 espèces différentes. La spécificité de notre dataset, c'est que ce sont vraiment des enregistrements en conditions réelles. Donc, sur certains fichiers, ça nous arrive d'entendre 2, 3, 4, jusqu'à 22 oiseaux différents. Après, heureusement pour nous, dans la majorité des cas, on entend un seul oiseau. Donc ça, c'était plus facile. Alors, comment on fait ? Bruno a un peu spoilé en intro, mais finalement, on va transformer nos fichiers audio en images. C'est pas si simple, mais on va essayer de vous expliquer ça. Alors, un fichier audio, enfin un son, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une onde assez complexe, on le voit en haut à gauche, vous êtes peut-être déjà familier avec ce type de représentation. Et finalement, cette onde complexe, on peut la transformer en sous-ondes unitaires qui vont être beaucoup plus simples, qui vont avoir chacune une fréquence et une intensité. Ça va nous permettre de représenter graphiquement le son dans le schéma en haut à droite, en associant pour chaque fréquence l'intensité qui correspond sur notre fichier audio. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on va perdre la notion de temporalité. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce processus-là, donc la transformée de Fourier, sur des petites fenêtres temporelles successives tout le long de notre fichier audio. On va parcourir notre fichier audio dans le temps et appliquer cette transformation à ces fenêtres successives. Ce qui va nous permettre d'aboutir à un spectrogramme, c'est l'image en bas à droite, où on retrouve en abscisse le temps, en ordonnée la fréquence, et donc on a la couleur qui va correspondre à l'intensité finalement pour chaque fréquence et chaque temps sur le fichier audio.
Pour nos oiseaux, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on a un exemple pour vous d'un spectrogramme d'une espèce, d'un enregistrement de notre base de données. On va jouer le son et je vous invite vraiment à regarder en même temps le spectrogramme de gauche à droite pour suivre le son. Voilà, donc normalement, on voit le son sur l'image. Ça, c'était pour un exemple. Si on regarde une dizaine d'espèces différentes, on a vraiment des motifs assez distincts qui apparaissent. Donc nous, là, on se dit qu'à l'œil, on arrive à reconnaître des oiseaux. Si on s'entraîne un peu, on devrait pouvoir reconnaître des espèces différentes. On espère que le modèle va nous permettre de faire ça. Et je laisse Philippe vous expliquer notre modèle. Donc c'est très bien. Maintenant, on a en effet des données d'entrée qui ne sont plus des sons, mais donc des images. Et pour traiter ce type de problème, on a pu le voir, on a des types de modèles de réseaux de neurones convolutifs qui sont particulièrement bien adaptés à cette tâche. Puisque en fait, leur architecture elle est un peu inspirée du fonctionnement du cortex visuel. Et donc, ces modèles arrivent à partir d'une image à classifier. Ce modèle, on va non seulement prendre son architecture, mais ce modèle, il est aussi déjà entraîné sur tout un paquet d'images du monde réel, donc des images de tables, de voitures, et il permet de classifier. Et on va reprendre en fait le résultat de son apprentissage et l'appliquer à notre situation. C'est-à-dire qu'on va en entrée donner nos spectrogrammes et venir à la fin du modèle rajouter les couches qui sont propres à notre problème de classification pour classifier dans nos 50 espèces les différents spectrogrammes. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne plutôt de bons résultats parce que si on y réfléchit bien, on a 50 espèces. Si on prend un tirage au hasard, on a une chance sur 50, donc 2%. C'est notre baseline à gauche, la ligne verte. Et nous, notre modèle arrive à avoir raison dans 62% des cas sur la totalité des datas qu'on lui a présentées. On voit que nos 50 espèces, les 50 petits cubes bleus, les résultats sont quand même à nuancer, puisque dans certains cas, on y arrive encore mieux pour certaines espèces, à 100% de réussite sur le petit troglodyte en haut à droite. Par contre, on y arrive un peu moins bien sur le gobe-mouche en bas à gauche. Donc, fort de ce modèle, on a voulu l'exposer, et c'est ce que va vous montrer Benoît. Merci Philippe. Donc évidemment, comme on est sympa, on voulait absolument que vous puissiez profiter de ce projet. Donc on a déployé une API pour le back-end et le front-end que vous avez sous vos yeux, qui fonctionne extrêmement simplement. On sélectionne un fichier sur son poste, on le donne à l'API, on peut l'ouvrir, on vous a préparé un fichier pour ça, on peut l'écouter. Est-ce que vous avez une idée? En tout cas, je crois que notre API en a une. C'est évidemment une chouette. Et pour apporter une petite nuance à ce qu'a dit Philippe tout à l'heure sur notre score de 62%, je voudrais vous faire voir le podium, en gros, les trois espèces les plus probables qu'a jugé l'application. Et on voit évidemment qu'ils considèrent que les hibous grand-ducs étaient parmi les candidats, que la chevêche d'Athéna, qui est aussi une forme de chouette, pouvait aussi être un des résultats possibles. Ce qui fait que quand on analyse toutes les erreurs qu'a fait le système, on réalise qu'en fait, dans 80% des cas, l'espèce qui était visée était présente sur le podium. Donc ce qui nous permet d'arriver à un résultat à peu près de 80% de réussite, ce qui est pas mal, on est content. Pour le plaisir, on peut s'en envoyer un petit dernier. Celui-là, on vous dit pas ce que c'est. C'est un peu spécial. Une bière à celui qui trouve. Est-ce que vous avez une idée ? Et ouais, c'était bien Merle Noir, c'est l'IA qui l'a dit, hein, j'y peux rien, je suis désolé. Je vous remercie, c'était super de faire ce projet. Merci à tous. Oh là 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 là, on arrive bientôt à la fin. Faites du bruit pour le dernier projet, s'il vous plaît. Allez, 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 allez.
Alors attends, Loïc, assieds-toi. Voilà. Bon, je voulais dire un petit mot parce que c'est officiel maintenant. Le Bootcamp Data, c'est devenu un véritable startup studio. Donc on ship des MVP en moins de 2 semaines maintenant, rien que ça. J'en dirai pas plus, mais s'il y a des investisseurs qui nous écoutent ce soir, montez le son. Bravo à Loïc, Johan et Martin pour Speaker Tracking. Ok, du coup, bonjour à tous, donc Johan, Loïc et Martin. Donc nous, on a essayé de travailler sur la question qui parle quand. Donc en gros, l'idée de ce projet, c'était de pouvoir enregistrer l'audio d'une réunion, d'un meeting, et de pouvoir ensuite conclure qui a dit quoi, quand, après avoir fait la transcription de cet audio. Donc pour la première partie de cette présentation, on aurait besoin que l'une ou l'un d'entre vous nous propose un sujet comme ça, random, et simplement pour avoir quelque chose de base, enfin une base pour travailler. N'importe quoi. Quelqu'un a une idée ou pas? Le curling, super, merci beaucoup. Du coup, je vais juste demander, est-ce qu'on peut couper le... Yes. Donc là, juste pour vous expliquer, on va simuler une réunion pour pouvoir vous montrer derrière ce qu'on a pu faire avec. Ok, donc super. Aujourd'hui, on va parler de curling. Donc ça, c'est un sport vraiment génial que je regarde vraiment absolument jamais. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que j'ai jamais regardé le curling. Après, c'est toujours un peu l'épreuve marrante pendant les JO avec les gars qui balayent. Là, c'est le seul truc dont je me rappelle. Mais sinon, curling, jamais trop fait. Jamais regardé, quoi. Alors j'en ai jamais fait non plus, mais c'est vrai que ça m'est arrivé quelques fois d'en regarder et je suis assez impressionné sur leur capacité en fait à sticker le sol comme ça en faisant du patinage. Je trouve que c'est quand même bien joué. Ok, merci beaucoup. Ok, du coup on peut remettre le son. Alors donc ça, c'est donc vous pouvez voir en gros la transcription de notre audio. Donc je ne sais pas si vous ça vous conviendrait pour par exemple un compte rendu meeting. Moi en tout cas pas du tout. Moi ce que j'aimerais savoir, ce serait qui a dit quoi, quelle phrase a été prononcée par quelle personne. Donc la problématique derrière tout ça, en fait, ça se nomme, enfin scientifique, c'est la problématique de la diarisation, et c'est ce qu'on va vous expliquer. Alors du coup, déjà, on va commencer par vous expliquer ce que vous venez de voir à l'instant. Donc ça, c'est juste du speech to text. C'est une brique Microsoft qui nous est offerte. On récupère l'audio sur l'ordinateur et après, on affiche ça sur un front-end en JavaScript. Donc maintenant qu'on a... Si vous pouvez changer la slide. Maintenant qu'on a répondu à la première question, qu'est-ce qui a été dit, on va se poser la question, on s'est posé la question pendant ce projet, qui a dit quoi? Donc du coup, pour le qui a dit quoi, pareil, il faut qu'on récupère le son, il faut qu'on récupère l'audio de notre réunion, par exemple, comme on vient de faire là. Et ensuite, on va devoir identifier combien il y a de speakers différents, identifier les changements de speakers, et aussi être résilient à tout ce qui est bruit externe, tout ce qui est silence, par exemple, et transcrire la voix en texte. Donc du coup, notre stratégie, ça a d'abord été de créer notre première architecture. Donc pour ça, on a lu des papiers d'ingénieurs de Google et on a implémenté notre première pipeline, comme vous pouvez voir là. Donc l'idée, c'est on enregistre une réunion, puis ensuite on nettoie l'audio de cette réunion en enlevant les silences, en enlevant les bruits par exemple. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper cet audio en petites fenêtres de quelques millisecondes. Ça va te permettre d'être très précis en fait sur l'audio, un peu comme les spectrogrammes de l'autre groupe sur les oiseaux du coup. On transforme ça en outil mathématique compréhensible par un ordinateur, par un algorithme de deep learning. Et ensuite, on va passer ça dans un algorithme de spectral clustering où on va trouver des similarités en fait, entre les différents vecteurs de son. Donc du coup, une fois qu'on avait mis en place cet algorithme, on s'est dit, bon, on va le tester. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une fausse réunion avec des voix de personnes plutôt random, avec 3 personnes différentes. Par contre, on a vraiment réussi à identifier ça.
Et du coup, on a appliqué notre algorithme. Et là, magie, au bout de 2 jours, on avait déjà identifié 3 speakers grâce à un algorithme en Python très simple. Donc là, on était vraiment au top de notre forme. Vraiment, on était hyper contents. Puis le lendemain, du coup, on s'est dit, bon bah ok, maintenant qu'on a un truc qui marche sur des fausses données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le faire sur des vraies données. Et du coup, on a appliqué ça sur un meeting où on a parlé tous les 3. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a identifié 67 orateurs différents. C'est clairement une performance pourrie par rapport au fait qu'on était 3 à la base. Donc là, on était vraiment au bout de notre vie à ce moment-là. Malgré tout, on n'a pas baissé les bras et on s'est dit, ok, est-ce que ça va être possible de trouver par exemple un module qui va faire la même chose que ce qu'on avait fait précédemment, mais qui serait plus efficace? Et on en a trouvé un, il s'appelle Payanote Audio. Alors en fait, le fonctionnement de Payanote Audio, si tu peux passer à la diapo, en fait, grosso modo, c'est le même principe que précédemment, c'est-à-dire, en gros, on va découper notre fichier audio avec des fenêtres glissantes qui vont être transformées en objets mathématiques, et ces vecteurs, ils vont être groupés en fonction de leur similarité pour déterminer le nombre de speakers. La différence, c'est que là, pour chacune des tâches en fait, du modèle, on a eu un bloc qui est un modèle de deep learning qui va s'entraîner sur des dizaines, des centaines d'heures de meetings issus de datasets différents pour exécuter cette tâche à la perfection. Et du coup, ça augmente grandement la performance du modèle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la version de ce modèle qui était la plus adaptée à notre tâche, c'est-à-dire de la diarisation dans des meetings, et on l'a incorporé au sein de notre architecture en Python, c'est-à-dire entre le traitement de notre input et la création d'un output qui soit cohérent par rapport à l'application qu'on voulait faire. Et on l'a testé avec en gros l'enregistrement de meeting à 3 qu'on avait fait avec tous les 3 avant, dont on a parlé Loïc. Vas-y. Et donc du coup, donc on a suivi le même pipeline que ce qu'avait expliqué Loïc, transformation du fichier son en un objet mathématique, détermination en fait, des segments de voix, et dans ces segments de voix, quand est-ce qu'il y a des changements de speaker. Et on a eu du coup cet output. Donc en fait là, c'est une représentation de notre enregistrement audio. Et les différents segments qu'on voit, c'est les segments de voix qui sont attribués à un speaker en particulier. Et là, donc, il y a 3 couleurs, donc ça a déterminé qu'il y avait 3 speakers. Donc déjà, ça c'était une victoire parce qu'effectivement, on n'était pas dans le talk. Et en plus de ça, on a appliqué ce qu'on appelle un Diarization Error Rate. Donc c'est une mesure de, on va dire, la similarité entre notre prédiction et ce qu'on appelle une grande trousse, c'est-à-dire en fait le fichier de référence qu'on avait. Et on a vu qu'on avait plus de 90% de correspondance entre la grande trousse et notre prédiction. Et là, du coup, on était super contents. Ok. Du coup, trop bien, on avait réussi à diariser notre audio. Et il manquait seulement un petit bloc, c'était d'identifier les speakers. Parce que du coup, vous avez vu notre résultat, on a donc effectivement quand même 3 clusters, donc correspondant à 3 intervenants différents, mais notre labellisation, elle est de type A, B, C. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on voudrait Martin, Johan, Loïc. Voilà. Du coup, on passe vers ce qu'on appelle du tracking. Donc là, la première étape, c'était d'enregistrer en fait, nos voix, un peu comme si on s'enregistrait dans l'application, et pour créer en fait, des empreintes vocales qu'on mettrait dans une base de données. Ensuite, donc on a construit un modèle semi-supervisé. C'est un modèle en fait, où on va implémenter au début de notre audio, donc de l'audio de la réunion, nos 3 empreintes vocales. Ces 3 empreintes, elles vont être diarisées, elles aussi, et ainsi on va pouvoir en fait, faire une corrélation entre le cluster par exemple, rouge, qui correspond donc à la labellisation C, qui est celui de Johan. Et donc ainsi on va pouvoir, en fait, au lieu d'avoir une labellisation speaker A, on va avoir des vraies personnes derrière. Donc en fait, maintenant qu'on avait développé l'application qu'on voulait, c'est-à-dire déterminer qu'est-ce qui est dit, qui l'a dit et l'identité de ces différents speakers, on s'est posé la question comment est-ce qu'on déploie cette application pour qu'elle soit disponible en fait à n'importe qui. Ce qu'on a fait, c'est donc on a mis notre application dans un package et ce package dans un Docker, c'est-à-dire un objet en gros informatique dans lequel il y a tous les éléments pour que ce package puisse fonctionner. Et ce Docker, on l'a placé dans Google Cloud Platform et de là, on a déployé une API. Et cette API, quand elle est appelée par un site web, un front, en fait, elle va transférer un fichier audio qui est donné par le front vers le modèle. Et une fois que le modèle va faire passer du coup ce fichier audio et va donner une prédiction. Et cette prédiction, elle peut être récupérée ensuite par le front. Du coup, comme l'a dit Johan, il a parlé du mot API. Voilà. Et tout à l'heure, quand on a appuyé sur Stop Meeting, vous vous rappelez, ça a affiché une transcription sur l'écran.
Et en même temps, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a appelé notre API à nous et on a envoyé l'audio dans un back-end qui s'est occupé du coup de traiter l'audio et de faire le speaker tracking. Et du coup, à partir de là, il va stocker un JSON, donc un fichier sur un Google Storage. Et nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est du coup aller dans le front de tout à l'heure, qui doit être à gauche, tout en haut. Et là, on va identifier les speakers. Donc, on va appeler notre API et il va potentiellement nous rendre un JSON. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il a réussi à... Je suis trop content. Là, donc du coup, vous voyez qu'il a réussi à nous séparer tous les trois. Hein, donc on a bien parlé dans cet ordre-là. Et a priori, on a à peu près dit ça. Donc c'est top. C'est top que ça ait marché en live, honnêtement. C'est génial. Donc voilà. Donc, Pour la petite histoire, je m'excuse parce que je vais dire de ne pas faire de bruit. Il y a eu plein de rires, ça aurait pu un peu modifier, mais bon, c'est trop cool que c'est passé. Ça a marché, voilà. Trop content. Du coup, si vous pouvez revenir sur les slides, please. Et donc du coup après, maintenant qu'on a fait ça, bon, la démo elle est cool, ça rend un truc vraiment qui est utilisable. On l'a essayé avec nos voix, mais en réalité, on pourrait le faire avec les voix de tout le monde. On avait fait pas mal de tests qui étaient assez concluants, où en fait, même si on rajoutait une quatrième personne, s'il avait assez de données, il était capable de dire qu'il y a une personne inconnue. Donc ça, c'était assez cool. Vous pouvez passer juste à la slide, please. Et du coup, en fait, on pourrait se poser la question des perspectives sur un produit comme ça. Donc déjà, par rapport au calcul d'erreur, on n'a pas été jusqu'à créer la pipeline pour calculer l'erreur, parce qu'en fait, c'était assez long à faire. Il faut annoter beaucoup de données. Ensuite, au niveau de l'overlapping, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, l'algorithme il est un peu perdu en fait. Mais ça peut clairement se travailler, hein, c'est des briques indépendantes comme vous expliquait Johan tout à l'heure. Et la dernière chose, c'est le fait d'avoir mis les 3 voix au début. Honnêtement, ça influence énormément l'algorithme et des fois, il peut considérer que la personne est dans la réunion alors qu'en fait, elle n'est pas là. Donc en fait, il faudrait vraiment imaginer un truc où on sélectionne les personnes qui sont dans la réunion. Et donc du coup, il est venu temps de remercier déjà de votre attention, tout le monde sur le live Facebook et tout, de votre attention. Et merci énormément à toute l'équipe du wagon avec qui on a pu vraiment hyper bien taffer pendant 9 semaines. C'était juste incroyable cette expérience. Et je parle un peu au nom de tout le monde, mais tout le monde était assez unanime sur ça. Et donc du coup voilà, espérons d'avoir, voilà, nous on remercie tout le monde. Franchement, merci beaucoup pour cette expérience. Et voilà, 9 semaines de travail viennent de s'achever, de se terminer. Ils ont été hyper forts, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vous nous avez offert de super démos. Bravo à vous toutes et à vous tous. Je vous propose de refaire un tonnerre d'applaudissements pour toutes les teams. N'hésitez pas à vous applaudir. Un très très grand bravo parce que vous avez fourni vraiment un travail remarquable ces dernières semaines et je sais que ça n'a pas été forcément tout le temps facile. Vous avez vraiment accompli et relevé le défi que vous étiez lancé il y a 9 semaines. Toute l'équipe du wagon, j'imagine, est d'accord avec moi et hyper fière et ravie d'avoir été avec vous ces 9 semaines. Je vais appeler toute la classe à me rejoindre sur scène, comme ça on va pouvoir encore continuer de les applaudir. Et on va remercier aussi la légendaire équipe du wagon. Vous pouvez venir ici, vous pouvez aussi venir sur la scène. Les professeurs et professeurs assistants qui nous ont suivis, soutenus et épaulés au quotidien tout au long de la formation. Retournez le chat sur Facebook. On va les nommer un par un. Bravo à Kevin, Bruno, Damien, Alice, Christophe, Davy, Juan David, Curcien, Mathieu, Vincent, Wassim, Yanis, Anne-Constance, Aurélien, Camille, Capucine, Catherine, Corentin, Gabriel, Hélène, Jonathan, Magali, Miguel, Quenman, Simon et Yezou. Et un grand merci également au staff du wagon. Encore une fois, vous avez été vraiment top ce soir. J'espère que ça vous a plu chez vous aussi. À très bientôt et n'hésitez pas à nous suivre pour nos prochains événements que vous retrouverez sur notre page Meetup. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et merci Lamia. Jérémy et merci Jérémy.